L'objectif est de comprendre aujourd'hui la portée de ce Bill of Rights ou Déclaration des droits de 1688-1689. Alors il faut imaginer la scène, hein. Ce sont les députés du Parlement, hein, c'est-à-dire on dit les lords, ce sont les lords des communes, hein, qui se sont réunis et qui disent qu'ils sont les représentants de la nation parce qu'ils ont été élus et qui vont imposer au roi toute une série d'articles. C'est un véritable bras de fer. Le premier de ces articles, c'est le suivant. Article 1. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal. Alors l'article peut sembler un petit peu compliqué, mais si on le traduit, vous allez voir que le sens est très lourd. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale, c'est-à-dire le pouvoir du roi d'empêcher une loi ou de faire appliquer une loi sans l'avis du Parlement n'est complètement pas normal. Le roi ne peut plus s'opposer à une loi, qu'il soit d'accord avec une loi ou qu'il soit contre, il n'a plus le droit de s'y opposer, ce qu'il avait le droit de faire précédemment. L'article 2 va encore plus loin. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal. Alors la formule au XXIe siècle nous semble un peu désuète, un peu dépassée, un peu compliquée. Mais en fait, si on traduit avec notre vocabulaire actuel, on comprend, hein, la portée. Le prétendu pouvoir de l'autorité royale, c'est-à-dire le pouvoir du roi. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de dispenser des lois, c'est-à-dire de faire des lois. Eh bien, à partir du Bill of Rights, le roi ne peut plus faire de loi. Il est en train de perdre son pouvoir législatif. Comprenez que dans une monarchie absolue, les trois pouvoirs sont concentrés. L'article 2 retire des mains du roi le pouvoir législatif. Seul le Parlement peut faire des lois. Article 4. Qu'une levée d'impôt pour la couronne ou à son usage sans le consentement du Parlement est illégale. Le roi ne peut plus prélever d'impôts pour son intérêt personnel. Il doit obligatoirement passer par le Parlement. Le Parlement a un droit de contrôle sur les dépenses de la couronne britannique. Article 8. Que les élections des membres du Parlement doivent être libres. Ben oui, les lords affirment qu'ils sont élus par le peuple et qu'on ne peut empêcher ces élections, on ne peut truquer les élections. Ça sent la démocratie. On n'est pas tout à fait dans une démocratie telle que nous l'entendons, nous le verrons plus tard, parce que c'est une faible minorité de la population qui vote pour ces lords. Mais enfin, il y a déjà cette idée que le peuple a le droit de donner son opinion, hein, en élisant ses propres députés. Article 9. Que la liberté de parole, des débats et des procédures dans le sein du Parlement ne peut être entravée. Ça aussi, c'est un pavé dans la mare au XVIIIe et au XVIIe siècle, hein, XVIIe, XVIIIe siècle, parce que nous sommes dans une époque en Europe, hein, où la liberté de parole, où la censure est omniprésente. La liberté de parole, elle est suspendue. Or, en Angleterre, qu'affirme cet article 9, vous ne pouvez pas empêcher des débats au sein du Parlement. Voilà. Le roi ne peut pas s'opposer à ce que les députés puissent s'exprimer sur tel ou tel domaine. Je terminerai par cet article, l'article 10, qu'on ne peut exiger de caution, ni imposer d'amende excessive, ni infliger de peines cruelles et inusitées. Cet article complète l'habeas corpus que nous avons vu précédemment. Voilà, on cherche à limiter ou plutôt affirmer les libertés individuelles d'une personne. Alors voilà, cette déclaration des droits cette déclaration des droits ou Bill of Rights a eu un énorme retentissement en Angleterre dans un premier temps, puis aux États-Unis, et j'espère que vous commencez à comprendre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 va en partie s'inspirer de ce document-là.